Bien, la mission d'évaluation et du contrôle des lois de financement de la sécurité sociale reprend donc ses travaux. Vous en connaissez la thématique, à savoir le transport de patients. Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'AMEX, dont je suis un des coprésidents et le rapporteur pour le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Nous avons le plaisir donc d'accueillir en ce jour Monsieur Frédéric Van Orguggen, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, Madame Mathilde Lignot-Leloup, directrice déléguée à la gestion et l'organisation des soins, et Madame Véronica Levendorf, responsable des relations avec le Parlement. Tout d'abord, merci de votre présence. Il est vrai que ça devient un peu répétitif, et c'est un grand plaisir de vous accueillir, puisque tout ceci s'inscrit en articulation avec d'autres auditions, soit par celle menée par notre présidente, Madame Catherine Lemorton, au titre de la permanence des soins, et aussi avec mon excellente collègue Martine Carillon-Couvreur, au titre de la CNSA. Donc, merci de répondre à nos sollicitations répétées avec autant de discipline pour éclairer la réflexion donc des parlementaires. Je salue l'arrivée de notre collègue Gérard Bapt qui nous fait le plaisir de participer à nos travaux. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Franck Duclos, directeur délégué aux politiques sociales de Mutualité sociale agricole, avec Monsieur Simon Christophe, chargé des relations parlementaires, et Monsieur Gérard Quévillon, président du régime social des indépendants, et Monsieur Pascal Perrault, médecin conseil national. Donc à nouveau, bienvenue à l'Assemblée nationale. Vous connaissez donc la thématique qui nous a amené à solliciter un rapport auprès donc, de la Cour des comptes dans le cas de Ralph, et notamment son rapport de septembre donc, 2012. D'autres rapports ont été produits sur le sujet. Nous allons vous solliciter dans le cadre de cette table ronde sur un sujet que vous connaissez particulièrement bien. Les enveloppes financières sont dans l'esprit de chacun, 3,8 milliards pour l'année 2012 au titre de l'assurance maladie, quelques 2,1%. Une dépense, somme toute, assez dynamique si on la compare sur l'échéancier de 2001 à 2010, puisqu'elle connaît une augmentation de plus de 63%, alors que les autres postes pour les transports, alors que les autres postes de dépenses avaient connu une croissance de quelques 39%. Ce dynamisme donc, de la dépense étant lié, là encore, à des facteurs structurels qui sont déjà assez clairement renseignés, mais peut-être pas suffisamment, au-delà de l'importance de la prescription de ces transports de patients par en fait les établissements de soins et les professionnels de santé qui s'y trouvent à hauteur de 63%. Les 4 grands facteurs qui sont classiquement cités pour en expliquer le dynamisme, c'est bien évidemment l'augmentation de la population frappée par des affections donc longue durée. Deuxièmement, le développement de l'hospitalisation à domicile et des prises en charge ambulatoires. Troisième élément, la restructuration de l'offre, les recoupements des plateaux techniques qui y participent, pouvant en effet majorer les distances entre le domicile et les centres de soins ou de diagnostic. Et enfin, dernier élément, une offre de transport que un certain nombre d'experts, dont vous êtes, s'accordent à dire qu'elle est quand même assez mal construite et que l'adéquation entre l'offre et la demande, ou plutôt l'inverse, la demande et l'offre financée par de l'argent public, eh bien, n'y trouve pas forcément une réponse particulièrement pertinente. La Cour des comptes, dans son rapport, évalue, dans le cadre d'une rationalisation de ce dispositif, une capacité à dégager des marges de manœuvre de quelques 450 millions d'euros sur les 3,8 milliards que j'évoquais, et ce, au minimum, au travers de 3 grands axes d'action, au titre du non-respect du référentiel de prescription qui constitue pour elle un élément de rationalisation, quelques 220 millions d'euros pourraient être dégagés, sur la réforme du système de garde ambulancière qui, là encore, est un élément de réflexion et de critique, 100 millions d'euros pourraient être là aussi mis en évidence et là aussi s'inscrire dans cette logique d'économie. Et enfin, le contrôle des liquidations de factures à hauteur de 120 millions d'euros. Bref, sur l'ensemble de ces chiffres, je souhaiterais avoir votre sentiment au titre des 3 experts en termes de prise en charge assurantielle. Et à tout seigneur, tout honneur, je vais demander à monsieur le directeur général à CNAMS donc, de nous formuler un petit peu son opinion en ce qui concerne cette présentation liminaire, certes un peu rustique, mais qui s'inscrit dans le temps qui nous est imparti.
Président, je vais essayer d'être bref pour laisser de la place aux questions. Je crois que vous ne manquerez pas de poser. Je suppose que vous aborderez ces questions dans un deuxième temps. Alors effectivement, comme vous le disiez, la place de la dépense de transport dans l'ensemble des dépenses d'assurance maladie a plutôt tendance à croître sur ces dernières années, du fait tout simplement de la croissance plus rapide de ces dépenses par rapport à un Ondam qui est de plus en plus maîtrisé. Puisque les dépenses, comme vous l'avez rappelé, s'élevaient à 2,3 milliards en 2003 pour atteindre 3,8 milliards, c'est-à-dire donc plus de l'ordre de 60% de croissance, et 4 milliards d'euros en 2013. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que paradoxalement, la croissance des dépenses est assez variable en fonction du mode de transport. Le VSL représente un montant stable de l'ordre de 800 millions d'euros depuis 10 ans. Donc les dépenses d'ambulance ont cru de l'ordre de 700 millions d'euros, passant de 900 millions d'euros en 2003 à 1,6 milliard d'euros, mais sont à peu près stables depuis 2010. Donc 1,5 milliard en 2010, 1,6 milliard en 2013. C'est les dépenses de taxi qui aujourd'hui en fait expliquent la très grande majorité de cette croissance, puisque le taxi a triplé en dépenses, de l'ordre de 500 millions d'euros en 2003, donc 1,5 milliard d'euros en 2013. Alors, je dirais l'explication de cette situation, donc croissance très forte des dépenses de taxi d'abord, près 1 milliard d'euros sur le 1,7 milliard et 700 millions d'euros sur la dépense d'ambulance, s'explique tout simplement par le fait que la marge donc des transporteurs de malades est plus favorable, nous semble plus favorable, dans les dépenses d'ambulance et dans les dépenses de taxi que dans le VSL. Donc économiquement, les acteurs du monde du transport ont un intérêt, évidemment, à optimiser leurs marges et à faire sortir les véhicules qui sont les plus rentables pour eux. C'est une loi économique évidente. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est d'abord pourquoi est-ce que le pilotage des tarifs et par voie de conséquence des marges fait-il ressortir cette situation ? La réponse en est simple. Nous avons vraisemblablement par le passé, il y a très longtemps, au moment de la réduction du temps de travail, favorisé très fortement les ambulances au détriment des VSL. Nous sommes depuis plusieurs années en train d'essayer de changer un peu cette situation, mais cela doit se faire relativement progressivement, car comme vous savez, ces négociations sont des négociations assez sensibles qui peuvent avoir lieu donc parfois dans un contexte qui n'est pas toujours aisé à gérer. Et puis la deuxième chose, c'est parce que les tarifs de taxi échappent bien sûr à l'assurance maladie, sont fixés par les préfets, et le taxi a pour lui un avantage important par rapport à la tarification du VSL, c'est qu'il rémunère notamment dans les zones urbaines le temps passé, et que l'optimisation, je dirais, au-delà du cadrage national qui est fait dans les composantes tarifaires au niveau départemental, à mon sens, je sais que ça n'est pas partagé toujours par les représentants des taxis, mais a été largement optimisé par les 10 représentants au niveau départemental qui connaissent très bien leur métier, et qui se traduisent donc de fait par des tarifs qui sont assez variables entre les départements. Les caisses primaires cherchant à négocier des ristournes, si possible de plus en plus importantes en fonction des possibilités, mais dans un contexte évidemment qui n'est pas simple. Donc premièrement, une croissance des dépenses de transport donc remboursées qui est tirée principalement par la dépense de transport de taxi et aussi, comme vous le disiez, par l'évolution du nombre de personnes qui sont susceptibles d'être transportées, notamment à travers les pathologies lourdes sur lesquelles je vais revenir. Alors, mais enfin, juste sur ce premier point, tout de même, d'après la première description que vous nous en faites, qui est en effet tout à fait exacte, on a quand même le sentiment très clair que c'est l'offre qui détermine, en quelque sorte, la demande, ce qui est quand même une inversion
d'un paradigme normal, donc d'une économie de marché qui a une vocation socialisée et sanitaire, parce que c'est une prescription d'abord médicale, un transport de patients, et on peut s'étonner quelquefois, pas simplement quelquefois d'ailleurs, que d'abord la flotte chargé de cette mission essentielle, d'abord au travers de son contingentement, de son plafonnement, soit s'inscrit dans le cadre d'une dynamique, on le voit bien, de type global, puisqu'elle recouvre à la fois les VSL et les ambulances, et permettant aussi des transferts de compétences de VSL sur des ambulances sans qu'il y ait au travers d'un double plafond, une capacité de contingenter pour s'adapter aux besoins de la population, car c'est bien ça le seul et unique critère qui prévale. Et deuxièmement, comme vous l'évoquiez fort justement, au titre des TAP, les transports assis, professionnalisés, une augmentation par la prise en charge par les taxis, qui dépendent d'une autre autorité, ce qui nous renvoie sur un problème, entre guillemets, classique de gouvernance que l'on trouve assez volontiers dans la protection sanitaire et sociale, où l'atomisation des centres de décision, que ce soit au titre des agréments pour les ARS, des conventionnements pour les caisses primaires d'assurance maladie, et enfin des autorités préfectorales pour les licences, en ce qui concerne les taxis, finalement nous font mettre en évidence, en lumière, une dispersion et une désorganisation donc de l'offre où finalement le denier public n'y trouve pas forcément son intérêt évident et surtout l'intérêt du patient. Alors, effectivement, comme vous le dites, je tiens à rappeler ici que l'assurance maladie n'a jamais été responsable du pilotage de l'offre, que ce soit des taxis qui ressortent des décisions des maires, si ma mémoire est bonne, que ce soit des VSL ou des ambulances qui ressortaient des décisions des DAS, des DRAS et aujourd'hui des ARS. Mais ce n'est pas un procès d'intention, c'est simplement une interrogation et un constat. C'est factuel. Je dis ça pour les membres de l'AMEX qui connaissent. Mais c'est pour la pédagogie de celles et ceux qui vont lire avec attention notre rapport. Et public. La vocation n'est pas que pédagogique dans l'AMEX. Je souhaitais le préciser pour que tous ceux qui nous regardent puissent effectivement bien comprendre quelle est la chaîne de responsabilité. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, quand on regarde effectivement la variation de l'offre, force est de constater que la densité d'ambulances varie entre les départements en France de 1 à 4. Absolument. Que la densité de VSL varie entre les départements de 1 à 4 et que la densité de taxis varie entre les départements de 1 à 5. Comment vous expliquez cette hétérogénéité de l'offre au-delà de considérations strictement territoriales? Je crois que, si vous voulez, les textes qui avaient été pris, qui permettaient effectivement, vous l'évoquiez, de transformer éventuellement des VSL en ambulance, aussi les disparités de politique d'ouverture, d'attribution de nombre de licences de taxi qui d'ailleurs ont été récemment pointées par les professionnels dans le cadre du rapport Thévenoud, expliquent cette situation. Donc de fait, vous avez raison, il y a premièrement un pilotage de l'offre dont on peut constater de facto qu'il est assez variable en fonction des départements. Et il y a de fait, et ceci est démontré par des corrélations macroéconomiques, une induction constatée de l'offre à la demande de transport, ce qui veut dire dans les faits que dans un certain nombre de cas, l'absence de recours ou de VSL conduit à recourir à un taxi ou, dans certains cas, à une ambulance. Alors, c'est clair que la gestion du risque... Et ce recours au taxi, à votre avis, vous semble spontané ou organisé ou lié à une véritable carence? Je crois que de toute façon, il est normal et logique que les acteurs économiques cherchent à optimiser leur marge et leurs résultats. Donc, on a là la conséquence d'un pilotage, je dirais, macroéconomique peut-être imparfait, c'est un euphémisme, qui se traduit par vagues conséquences, par des dépenses qui ne sont parfois pas justifiées au regard du respect des référentiels de transport qui ont été mis en place progressivement. Donc ça, c'est une situation qui est bien connue. Où se situe le problème? Comment peut-on essayer d'améliorer la situation? Alors, je voulais d'abord dire que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les dépenses de taxi qui se sont fortement développées sur les 5 dernières années, et les dépenses d'ambulance sont relativement stables, les dépenses de VSL stables aussi. Je dirais, d'une certaine manière, cela veut dire que nous avons
plutôt dans notre pays développer des transports de malades assis que des transports de malades couchés, compte tenu du fait que relativement le nombre de personnes transportées, susceptibles d'être transportées, s'accroît. Alors peut-être faut-il faire juste une incidente sur qui transporte-t-on en France. Je crois que c'est un point important. Alors les études que nous avons réalisées maintenant à travers la segmentation des remboursements, que ce soit à travers les pathologies, les processus de soins, montrent qu'en fait, principalement, ce sont des transports itératifs qui expliquent le coût des remboursements de soins à l'assurance maladie. Ce ne sont pas les transports ponctuels. Je reviendrai sur ce sujet, notamment par rapport au développement de la chirurgie ambulatoire. Donc, en premier lieu, l'insuffisance rénale chronique est l'une des sources de dépenses les plus importantes. 17% des dépenses correspondent à des prises en charge de patients qui sont dialysés. Alors, de ce point de vue, clairement, nous savons quelle est la bonne stratégie. Et nous avons des difficultés à la mettre en œuvre collectivement. La bonne stratégie, c'est effectivement de développer plus la greffe sur donneur vivant. Et nous avons des difficultés, Gérard Bapt, qui connaît bien ces sujets, le sait, dans notre pays, à atteindre et à faire augmenter le pourcentage de donneurs au niveau où certains pays du nord de l'Europe le font. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est la stratégie qui permet, lorsque la greffe est bien acceptée, aux patients de vivre dans les conditions les plus satisfaisantes pour sa santé. C'est aussi la stratégie qui est la plus médico-économiquement, a priori, la plus efficace. La Haute Autorité de santé est en train de vérifier, mais a priori, c'est notre vision. Et bien sûr, là, il n'y a plus de transport du tout, hein, puisqu'il n'y a plus besoin d'être dialysé. Donc, c'est ça, je dirais, la meilleure stratégie. Lorsque, évidemment, on est limité par le nombre de greffons, alors différentes techniques peuvent se poser, et en particulier, notre pays a du mal, bien que ceci soit dans les priorités partagées avec les ARS, à ne serait-ce que maintenir l'usage de la dialyse péritonéale, qui est une très bonne technique préalablement à la greffe. Et là non plus, dialyse péritonéale, il n'y a plus de transport. Et puis enfin, à terme, vraisemblablement se développera l'autodialyse à domicile, et là non plus, il n'y a plus de transport. Donc, cela montre que, vous voyez, dans ce cadre-là, l'évolution des techniques médicales et l'optimisation, je dirais, de la qualité de la prise en charge compte tenu des coûts peut se traduire par une diminution substantielle du nombre de transports. Alors, si on regarde, par exemple, de façon un peu attentive, comment varient les coûts de transport des patients dialysés en France, qui représentent, comme on le dit, à peu près un peu moins de 20%. On voit que ces coûts varient très substantiellement donc entre les territoires, puisqu'en moyenne, chaque année, le montant moyen des transports remboursés pour un patient dialysé est de 13 000 € par an. Mais il varie de façon importante entre, disons, 9 300 € et 30 000 €. Alors, il y a des explications à ceci. Hein. Par exemple, le coût le plus élevé, c'est le coût des patients résidant en Creuse. La raison, elle est très simple, c'est que la dialyse se fait souvent soit à Clermont, au CHU de Clermont, soit au CHU de Limoges. Je suis moi-même allé, j'ai demandé au directeur de la caisse primaire de Creuse il y a un certain nombre d'années d'analyser les raisons des coûts. Je crois qu'un travail donc a été engagé en liaison avec l'ARS pour pouvoir donc mettre en place un poste de dialyse à Guéret dans des conditions satisfaisantes, mais ça nous renvoie effectivement à l'organisation de l'offre et à l'existence d'une offre de bonne qualité qui puisse accueillir ces patients. Ça nous renvoie aussi, Monsieur le Directeur Général, au sujet du partage de l'information en ce qui concerne le référentiel national au titre des transports entre la Caisse primaire d'assurance maladie et les ARS. Tout à fait. De surcroît, comme je vous évoquais tout à l'heure sur la notion donc du double plafonnement ambulance et VSL, il y aura une capacité à assumer une bonne répartition des moyens de transport en fonction justement des situations médicalisées donc du patient. Et le troisième élément, c'est le décret donc de 2005 qui, au travers des ratios en termes de transport de patients par habitant, n'a été, semble-t-il, toujours pas toiletté. Alors, sur le partage de l'information, je dirais on pourrait inverser la question. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi un tel référentiel n'existait pas avant qu'il soit développé par l'assurance maladie. Mais tout à fait. Pourquoi n'était pas disponible du point de vue des taxis au ministère de l'Intérieur,
Et pourquoi n'était pas-il disponible s'agissant des VSL et des ambulances dans le cadre des services déconcentrés de l'État? Donc, effectivement, nous avons développé ce référentiel progressivement dans le temps. Et aujourd'hui, il est quasiment exhaustif pour les taxis. Et il est, quand je dis quasiment exhaustif, je crois qu'il est monté en puissance à 99%. Plus de 95% en tout cas. Et il est effectivement quasiment exhaustif aussi pour les autres. Donc nous n'avons pas de problème à partager ce travail qui a été réalisé par l'assurance maladie. Pas de problème sur le principe. Simplement, nous avons d'ailleurs exprimé cette position. Oui, simplement après, il faut le faire. Hein, absolument. Parce qu'après, il faut juste faire ouvrir les systèmes d'information, et c'est un travail. Et il faut vraisemblablement, avant de faire ceci, s'interroger sur le processus aujourd'hui administratif, dont tout le monde considère qu'il est peu productif, de répartition des tâches entre les caisses primaires et les ARS. Je pense que les ARS ne sont pas absolument attachés à réaliser des tâches administratives qui sont parfois lourdes dans la valeur ajoutée, dès lors que l'encadrement leur est bien sûr laissé moyenne. Et inversement, il est vraisemblable que nous ferions beaucoup de progrès si on évitait les allers-retours entre les organismes payeurs qui remboursent le transport et les dites ARS dans l'attente lorsqu'un chauffeur change ou lorsqu'un véhicule est modifié, dans l'attente de l'enregistrement et donc du paiement, qui parfois est considéré par les transporteurs eux-mêmes, qui sont amenés souvent à changer leur véhicule, comme un parcours administratif peu performant. Et donc, en pratique, ça signifie quelle est votre proposition ou vos propositions en termes d'urbanisation des systèmes informatiques? Pour justement, notre proposition, elle serait très simple, si vous voulez. C'est que sur ce sujet-là, qui ne me semble pas, pour les ARS, être absolument stratégique, dès lors que le cadrage, je dirais, des textes et l'évolution du dispositif leur est laissée, il me semble que la chose la plus simple serait que les caisses primaires agissent par délégation des ARS pour pouvoir enregistrer les organismes et que parallèlement, bien sûr, l'ouverture de nos bases de données et notamment du référentiel transport soit organisée. À titre personnel et en tant que directeur général de l'assurance maladie, je n'ai aucun problème, je le redis, à partager ces données. Et la position des ARS sur ce sujet? Je pense qu'il n'y a pas de problème particulier. Nous en avons discuté au ministère. Le sujet qui est plus compliqué, c'est la mise en œuvre informatique de tout ça. C'est-à-dire qu'on percute, si vous voulez, par construction, des systèmes d'information qui doivent être interfacés. L'urbanisation, les classiques problématiques. Et on doit reprendre l'antérieur éventuellement. Donc ce sont des sujets c'est un projet qui s'organise. Puisque finalement il y a consensus, quel est, à votre sens, le temps de mise en œuvre de ce modèle appelé des vœux de chacun, par les vœux de chacun? Allez, lâchez-vous. Nous sommes à la Mecque, il y a une confidentialité que chacun connaît, personne ne nous regarde. Si j'étais en mesure de vous donner une réponse sur ce sujet, c'est-à-dire si j'avais regardé techniquement l'importance des modifications d'applicatifs, les interfaçages nécessaires, etc., je le ferais. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que le projet de référentiel national de transport a été signé dans son principe aux alentours des années 2008, je pense, avec les transporteurs sanitaires. Nous sommes en 2013. Il est maintenant mis en place et opérationnel. Mais voilà, ce sont des sujets qui ne se font pas en quelques mois. D'accord. Donc, sous le contrôle avec mon ami Gérard Bapt, nous allons torturer le gouvernement pour que ce dispositif consensuel, je crois que, si vous appelé voulez, par tous, puisse être vraiment mis en œuvre. Oui, alors, si vous voulez, il y a deux sujets. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le dispositif est sous-efficace car éclaté en divers acteurs. Je pense que nous sommes d'accord pour ouvrir nos bases de données aux services de l'État qui en auraient besoin, et cela va éventuellement au-delà du ministère de la Santé, on dit, parce que ça peut peut-être être utile pour le ministère de l'Intérieur, que sais-je. En tout cas, nous sommes tout à fait... on ne voit pas pourquoi on garderait pour nous ce travail qui a été réalisé et qui est maintenu chaque jour par les caisses primaires d'assurance maladie. Donc, par contre, le principe, je crois que
Donc les arbitrages ne sont pas encore totalement réalisés, et notamment notre proposition qui est que les caisses primaires agissent pour le compte des ARS pour simplifier le dispositif et le rendre plus efficace, pas encore totalement arbitraire, nécessitera peut-être un aménagement juridique à voir avec le gouvernement. Juste pour compléter ma dernière question, est-ce que vous avez des informations concernant le toilettage du décret de 2005 en ce qui concerne les ratios de moyens de transport de patients par habitant? Parce que si on n'appure pas le stock, enfin tout un moins le modèle mathématique qui attribue les nombres de véhicules par habitant, on va traîner à passer un héritage qui empêchera la rationalisation du système. Vous posez la question, je pense, au gouvernement. Ceci étant, tout à fait. Non, mais c'est votre sentiment au titre d'assurantiel. Il y a le transport sanitaire et il y a le taxi. Oui, absolument. Et donc sur le taxi, la mission qui a été réalisée par l'un de vos collègues, et semble-t-il l'expression des syndicats de taxi, montre qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être un souhait des 10 représentants de mieux maîtriser l'évolution du parc. Vous savez que nous avions signé il y a quelques années un accord qui prévoyait une période, je dirais, tampon de 2 ans avant que les remboursements puissent être réalisés. À cet égard, la libéralisation des taxis, qui, si elle est en soi une idée qui peut théoriquement, je pense aux différents rapports qui ont été faits, théoriquement donc permettre de créer des emplois, doivent quand même être regardés à l'aune du financement à 80% par les deniers publics dans les territoires ruraux de ces véhicules. Et donc il pourrait y avoir là une erreur conceptuelle. Donc, c'est joliment dit, monsieur dans la réflexion qu'il faudrait peut-être veiller à corriger parmi les personnes qui réfléchissent, mais qui n'ont pas toujours la connaissance du financement public relativement important dans les zones rurales des taxis. C'est pour ça que nous sommes, nous, à l'inverse, c'est peut-être pas très moderne ni libéral, mais historiquement favorable à une bonne maîtrise de la création des licences dans les endroits où la demande privée n'est pas en mesure de les solvabiliser. Donc je crois que des propositions vraisemblablement seront faites dans le cadre des suites que le gouvernement réservera au rapport Thévenoud. Très bien. Concernant le sujet de la garde ambulancière, quelle est votre réflexion, puisque c'était là encore dans les axes de réflexion donc, de la Cour des comptes, et réflexion qui est aussi partagée par d'autres conseillers généraux des hôpitaux et Sartier, ainsi de, sans parler du rapport Mallet, rapport non jamais publié, qui là aussi faisait référence à la nécessité de rationaliser le dispositif et où le rapport coût-efficacité n'était pas forcément des plus lisibles. Je crois que maintenant, cette garde ambulancière est sous la responsabilité des ARS, me semble-t-il. Oui, je suis entièrement d'accord. Au-delà de la partie de ping-pong habituelle, une répartition assez hétérogène qui montre bien la richesse de l'intelligence française et c'est un extraordinaire éclectisme qui aboutit à des systèmes très complexes. Alors, en partie. Grâce à la relation avec les préfets, de gérer les interventions des SDIS. Mais quelle est votre réflexion classique sur le sujet classique de la répartition entre les SDIS et la garde ambulancière? Il y a eu de très nombreux rapports entre les rouges et les blancs, entre les uns disant qu'on déclenche des carences ambulancières à mauvais escient parce que les ambulanciers seraient prêts à faire les transports, voire des carences fictives, ce qui serait plus grave si c'était le cas. S'agissant de représentants de l'État qui déclenchent ces carences, je ne crois pas que ça existe. Donc je crois qu'effectivement l'article 66 de la loi de financement qui a pour objet d'essayer finalement de privilégier l'un ou l'autre des systèmes de manière à éviter d'en avoir deux, avoir une meilleure responsabilité. Bon, il y a des endroits où les choses peuvent fonctionner et notamment dans certaines villes, on a mis en place donc un pivot qui permet de déclencher l'un ou l'autre des intervenants en fonction de l'occupation réelle notamment des ambulances de garde. Donc
moi, je suis convaincu qu'on peut largement améliorer les choses, que cela passe vraisemblablement par une meilleure coopération entre les deux systèmes, et que normalement les agences régionales de santé qui ont maintenant la possibilité, je dirais, de réguler ce système devraient avoir les moyens donc d'améliorer la coopération. Mais là encore, ça ça nous pose un problème entre l'articulation entre des ARS qui donnent l'agrément et vous qui finalement formulez des conventionnements au titre des caisses primaires d'assurance maladie. Oui, mais là, nous, on déclenche les conventionnements en fonction des besoins, et il me semble que ça, c'est pas les secteurs de garde relèvent des ARS. Des remarques avaient été faites sur le paradoxe où l'ARS pouvait retirer son agrément, ce qui déconventionnait automatiquement l'entreprise en question de transport de patients, mais que l'inverse n'était point possible. Quelle est votre réflexion sur le sujet ? Le sujet globalement du retrait de conventionnement est un sujet compliqué qui pour l'ensemble des professionnels de santé et aussi du transport sanitaire. Nous n'avons pas, le Parlement a voté il y a un certain nombre d'années une disposition législative qui aurait permis à l'assurance maladie, dans un certain nombre de cas, et notamment les cas de fraude, de pouvoir déconventionner unilatéralement un professionnel. Le décret d'application de ce texte n'a jamais été pris. Donc aujourd'hui, les conditions dans lesquelles nous pouvons déconventionner un professionnel sont soit la mise en œuvre des procédures conventionnelles des accords qui prévoient les conditions dans lesquelles ce déconventionnement peut être réalisé. Ce sont des procédures généralement qui sont quand même assez longues, puisque les professionnels sont défendus par les syndicats qui les représentent dans le cadre d'un contradictoire qui a été négocié, soit des décisions effectivement des pouvoirs publics, et en particulier des juges qui peuvent, soit retirer, principalement retirer le droit d'exercer dans certaines conditions. En cas d'urgence, les décisions peuvent être prises d'ailleurs. Alors on rentre déjà de plein pied dans le sujet en fait, du contrôle, la facturation, des abus, des fraudes ou des erreurs. C'est toute la problématique de l'intentionnalité ou non. Avant d'aborder ce sujet, j'aurais souhaité que l'on puisse juste terminer sur une réflexion sur tout à la fois le respect des référentiels de prescription en ce qui concerne la délivrance des titres de transport pour les patients, et quel est votre sentiment concernant la réflexion de la Cour des comptes sur la marge de manœuvre budgétaire que c'est susceptible de dégager, qui pourrait être réaffectée à d'autres besoins sanitaires, premier élément, et deuxièmement, la réflexion au titre de la responsabilité financière qui se doit d'être partagée, de propositions et d'expérimentations qui n'ont pas vraiment été, qui n'ont pas véritablement prospéré, sur la logique de budgétisation hospitalière en ce qui concerne le transport de patients. Sur ces deux dernières thématiques, avant d'aborder le sujet donc du contrôle et de la fraude. Alors, clairement, notre avis est que lorsqu'on regarde les chiffres, force est de constater qu'il y a des disparités entre les départements pour des patients souffrant des mêmes affections qui ne sont pas explicables par leur état de santé. Le taux de recours de patients ayant recours uniquement à l'ambulance pour les patients dialysés dont on parlait tout à l'heure varie de 2% à 37% dans les départements français. Ce qui montre bien que l'arrêté que nous avions favorisé à l'époque de 2006 est incorrectement appliqué, du fait notamment de l'absence de disponibilité de certains transports, et cela nous renvoie au pilotage effectivement de l'offre. Donc, par rapport à ça, quelles sont les voies d'amélioration pour pouvoir optimiser en fonction de l'état de santé du patient et compte tenu aussi de la liberté de choix qui est inscrite dans les textes, la dépense remboursée, dans un contexte où nous devrons trouver dans les prochaines années 10 milliards d'euros d'économies à réaliser, ce qui est quand même une somme importante. Alors la première, c'est effectivement d'accroître le respect par les prescripteurs eux-mêmes des référentiels. Alors là, il faut effectivement faire un point d'arrêt pour se rappeler que 2/3 des transports sont prescrits par des praticiens donc exerçant en établissement de soins, 50% en établissement public
16% d'établissements privés, et que seulement un tiers est prescrit par les médecins de ville, en général libéraux. Donc, le premier enjeu est bien sûr de travailler sur ces prescripteurs, et de ce point de vue, vraisemblablement, la solution la plus efficace serait de dématérialiser la prescription de transport et que cette prescription de transport fasse référence systématiquement au référentiel en question. Donc nous y travaillons avec d'abord les transporteurs pour optimiser leurs modalités de facturation et je crois qu'il faudrait, dès cette année 2014, commencer à expérimenter une prescription dématérialisée de transport au niveau des médecins de ville. C'est peut-être là que les médecins sont déjà le plus informatisés, je dirais, où les systèmes d'information sont peut-être les plus adaptables, mais aussi, bien sûr, avec les établissements de soins. On pourrait même l'imaginer assez volontiers dans la mesure où il y a un dispositif hiérarchique et que la concentration des prescripteurs leur donne toute la capacité et le potentiel en théorie technologique pour avoir un effet de masse qui soit immédiatement opérationnel. Donc clairement, il y a un travail qu'il faut continuer à engager au niveau des prescripteurs pour qu'ils aient la meilleure connaissance des référentiels et qu'ils respectent au mieux ces référentiels. La dématérialisation de la prescription nous permettrait aussi, bien évidemment, de disposer de l'information plus rapidement et pour les transporteurs aussi d'améliorer leur chaîne de liquidation et son coût. Clairement, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement de veiller à ce que la gestion du risque transport, qui est souvent le cas de transport itératif, on l'a vu tout à l'heure, dispose d'un volet peut-être un peu plus accru concernant les autorisations des patients. Et il me semble que de ce point de vue, les propositions que nous avons faites dans le cadre de rapports chargés produits, de mettre en place pour les patients transportés de façon régulière une carte de transport précisant le mode de transport autorisé par l'assurance maladie et remboursé, me paraît être une voie qui n'a jamais jusqu'ici été mise en œuvre, puisqu'il faudra peut-être aussi quelques textes qui le précisent, mais qui a montré son efficacité dans d'autres cadres. Donc c'est assez simple, vous voyez, mais il me semble qu'une telle carte qui préciserait pour des patients transportés de façon itérative, qui représente la grande majorité des cas, quel est le mode de transport assis ou couché qui est autorisé au remboursement, permettrait à la fois des transporteurs de connaître la situation du patient et à l'assurance maladie de veiller au bon respect de ce référentiel. Donc nous sommes favorables à une telle expérimentation et j'ai demandé à plusieurs organismes et médecins d'échelons locaux d'examiner les conditions dans lesquelles elles pouvaient être mises en œuvre. Bien sûr, il faudra que les transporteurs soient informés individuellement, ils le seront. Et sur la budgétisation hospitalière ? Pardon ? Et sur la budgétisation ? Pour les transports interhospitaliers, c'est déjà le cas. Sur la réinternalisation... il y a des procédures d'appel d'offres qui en seraient issues, qui posent interrogation et qui est crainte à la part d'un certain nombre de transporteurs, on le sait. Oui, alors ça renvoie vers la question de l'appel d'offres. Comme vous le disiez, c'est un sujet qui est assez sensible. Mais au-delà de la sensibilité que chacun perçoit dans son inconscient individuel et collectif, quel est votre sentiment à vous, responsable la question de l'appel d'offres, en fait, il y a deux sujets pour moi. Le premier sujet, c'est est-ce que nous devons veiller à ce que ce soit le transport le plus pertinent qui doivent être engagés. La réponse est oui. Est-ce qu'il est légitime pour les transporteurs de s'interroger sur le respect de ceci? La réponse est non. Ça, c'est très clair. Après, la conséquence de l'appel d'offres, c'est qu'on choisit un petit nombre d'entreprises. Et je pense que l'un des sujets dans les appels d'offres, c'est que les transporteurs, qui sont quand même une organisation relativement diffuse, craignent que seuls certains d'entre eux seraient choisis, avec les conséquences délétères de perte de chiffre d'affaires et de concentration sur ceux qui seraient exclus. Oui, je pense que c'est peut-être là l'un des points de sensibilité. Oui, j'entends bien, on comprend bien de leur point de vue
interrogation, sinon cette inquiétude, mais du fait justement du constat que vous faisiez fort justement, à savoir le nombre extrêmement diffus en fait d'entreprises de transport de patients, plus de 45 000 de mémoire, non, plus de 4 600 pardonnez-moi, qui ont été cités dans certains rapports, et dont la majorité sont des entreprises qui emploient moins de 10 salariés. Finalement, cette profusion n'a pas la capacité à s'exprimer de façon exhaustive sur chacun des établissements de soins. Donc, de ce fait, il y a une organisation, entre guillemets, un peu intérieure du marché pour chacun des sites prescripteurs, ce qui ne peut pas répondre à leurs aspirations légitimes au travers de la vitalité de leurs entreprises respectives. Au moins un cahier des charges clair et opposable, prenant en compte la diversité et de la taille des entreprises, pourrait y apporter une réponse qui les sécurise tant sur le plan économique et qui soit au rendez-vous de l'intérêt du patient et de la bonne gestion de l'argent public en matière sanitaire et sociale. Et le principe donc classique d'abord législatif de transport le moins onéreux sur le centre le plus proche doit prévaloir sur la logique de type plutôt conventionnel de liberté de choix du patient qui n'a pas la même valeur en termes de niveau de référence. Oui, de toute façon, je pense que si vous voulez, c'est un sujet de toute façon qui devra être négocié avec la profession. L'un des problèmes qui a été rencontré par rapport à des dispositions législatives, c'est peut-être que le travail de négociation ou de concertation avec la profession préalable n'avait peut-être pas été totalement réalisé. Donc, dans ce contexte-là, peut-être les réactions sont beaucoup plus vives lorsqu'on n'a pas concerté que lorsqu'on a pu le faire. Donc sur la... C'est ça. J'étais en train de, pour l'ensemble de nos membres, en 2006, on compte environ 4 880 établissements regroupant 46 200 salariés et 66% des établissements comptent moins de 10 salariés. Donc on est dans cette atomisation du paysage de transport et pour lequel il faut trouver une sortie par le haut. Pour y apprendre. Mais ça renvoie à la réorganisation de l'offre elle-même et des entreprises, et donc c'est un sujet qui doit être... Alors du fait du temps qui nous est imparti, nous avons aussi donc des invités qui piaffent d'impatience de s'exprimer au titre de la MSA et du RSI. On va aussi les interroger sur des questions un peu similaires, vous l'aurez bien compris. Juste pour terminer, sur le sujet donc simplement du contrôle de la facturation et de la lutte contre la fraude, sujet qui fait partie aussi des thèmes de réflexion et de travail de l'AMEX et pour lequel nous avons fait une production législative non négligeable, et dans le cadre de ce travail que nous effectuons de concert, quelle est la situation? Donc, bilan de la lutte contre la fraude dans ce domaine. Il y a deux types, enfin, disons, il y a principalement deux types me semble-t-il, de sources de redressement dans le domaine du transport. Il y a des acteurs, comme dans toute profession, d'ailleurs, donc en petit nombre, mais néanmoins qui doivent être évidemment visés par des contrôles, dont nous pensons que leur facturation ne correspond pas toujours à la réalité des prestations dispensées. Donc, nous réalisons régulièrement, et avec les moyens qui nous sont les nôtres, des programmes de contrôle et de détection d'entreprises, qu'elles soient d'ailleurs de taxi ou de transport sanitaire. C'est un contrôle ciblé sur cohorte, sur data mining, ou c'est un contrôle aléatoire? Non, ce sont des contrôles ciblés en fonction du niveau de facturation, des véhicules engagés, d'anomalies de prescription constatées ou d'anomalies de facturation. Donc
n'irai pas plus loin sur la description du dispositif de ciblage, puisque, vous voulez pas livrer pour ne pas créer, je dirais, d'appel d'air, des réactions qui ne seraient pas souhaitées. Mais je peux vous dire qu'en avril 2013, nous avons relancé un contrôle sur 468 entreprises de transport, 229 sociétés de transport sanitaire, 235 sociétés de taxi, 4 sociétés mixtes. Et donc, ces contrôles sont actuellement en cours et d'ores et déjà, nous avons déposé 15 plaintes pénales dans le cadre du programme qui est en cours encore en ce moment. D'accord, mais en gros, le ratio sur, par exemple, vous évoquiez les 468 contrôles, quel est le pourcentage de contrôles positifs? Ça n'est pas encore totalement terminé, donc, mais généralement, mais sur les campagnes précédentes, compte tenu des ciblages, oui. Non, je ne connais pas ce chiffre par cœur, on pourra vous le donner lorsque on interrogera notre chef contrôleur, mais généralement sur les ciblages on est quand même on a des taux de contrôle positif relativement élevés, si vous voulez, donc on ne va pas au hasard. Donc, alors parfois ces anomalies peuvent s'expliquer, et donc là bien sûr il y a un contradictoire, mais en 2013, du fait aussi des contrôles antérieurs engagés, par exemple, nous avons déposé 58 plaintes pénales, on prononcé 74 pénalités financières et engagé 15 procédures conventionnelles contre des entreprises de transport de malades. On avait déposé 71 plaintes pénales en 2012. Et donc... et sur les 71 plaintes pénales, combien ont été suivies des faits? Alors, nous avons un travail de suivi des dépôts de plaintes que nous réalisons. Et nous regardons combien de ces plaintes par année sont traitées en fonction des régions ou des départements ou des caisses. Donc, de manière générale, la durée d'instruction... Alors, on constate que les parquets ont des stratégies qui sont variables en fonction à la fois de leurs moyens et en fonction éventuellement du nombre des plaintes déposées, qui est évidemment variable en fonction des territoires. Donc, la situation n'est pas la même à Bobigny que à Limoges, par exemple. Mais de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que l'instruction par la justice, du fait de la complexité des textes aussi, est relativement longue. C'est de l'ordre de 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. C'est de l'ordre de, en moyenne. Et finalement, sur les contrôles positifs... Mais il y a des affaires qui ont été déposées en 2005 qui ne sont toujours pas jugées dans certains territoires. Tout à fait. Et donc, sur les contrôles dits positifs, c'est la mise en évidence de faits de fraude. Quel est le volume financier que vous avez pu détecter et quel est le volume financier que vous avez pu récupérer? Alors, en termes d'indus. Ce que je peux vous dire, c'est que... Et quelles sont les pénalités supplémentaires en 2013, compte tenu des 3 à 4 ans de délai, je dirais, d'instruction des dossiers, compte non plus non tenu des dossiers qui sont soit classés, soit qui sont en cours d'examen. Donc, puisque nous ne savons pas toujours à quel rythme les dossiers vont avancer, là, la justice, évidemment, rend ses décisions de façon indépendante. En 2013, 21 sanctions pénales ont été rendues, quand même, donc par les juges, et nous estimons à environ un peu moins de 20 millions d'euros le préjudice détecté en 2013, nous considérons comme qu'il n'aurait pas dû être payé. D'accord. Et sur ces 20 millions d'euros, vous récupérez combien ? Là, je n'ai pas le chiffre là, mais c'est un chiffre qu'on peut vous donner, bien sûr. Donc, vous voyez comment ça fonctionne, c'est-à-dire que dans un premier temps, nous identifions les risques, dans un deuxième temps, nous déclenchons les contrôles, dans un troisième temps, en fonction de la gravité des situations, nous orientons soit vers une plainte au pénal, soit vers un indu et une pénalité financière, là, dans un dispositif qui fonctionne à peu près convenablement, puisqu'il y a 2 voies pour ce dispositif, les fraudes ou les fautes. Alors si c'est des fautes de facturation, il y a une commission ad hoc. Si ce sont des fraudes, on court-circuite la commission et il y a une décision directement du directeur de la caisse. Et donc, le sujet au niveau de la décision, là ensuite, au pénal, voire au civil, est beaucoup plus long.
J'entends bien, mais finalement, pour résumer, Monsieur le Directeur Général, la Cour des comptes évoque une bonne centaine de millions d'euros en termes de récupération d'indus au titre d'une politique de contrôle à la facturation. Alors, c'est bien évidemment vu la rue Cambon. Et que, bon, non, mais alors je suis allé voir le personnellement le dossier, parce que j'avais effectivement, dans le cadre des travaux de certification que la Cour avait réalisés l'année dernière, ils avaient évalué ce chiffre d'indus à une centaine de millions d'euros. Donc dans un dialogue aussi avec les caisses primaires sur la justesse ou non des échantillons qui avaient été pris pour évaluer les liquidations qui ne leur paraissaient pas convenables. Donc cette année, en accord avec la Cour, nous avons constitué un ensemble de vérificateurs venus de l'ensemble des caisses. Nous avons tiré 888 dossiers dans le cadre de la certification. Environ une quarantaine de ces dossiers ont été identifiés comme de façon certaine sur les 888 correspondant à des anomalies de facturation qui peuvent d'ailleurs aller dans différents sens, parfois. C'est plus rare, il faut bien le reconnaître. Ce sont des sommes que nous aurions dû verser et qui n'ont pas été demandées. C'est assez rare. C'est souvent effectivement des cas alors qui peuvent être plus ou moins importants. Parfois, c'est quelques dizaines de centimes. Mais sur les transporteurs, il y a effectivement. Donc j'ai pris le temps. Un week-end d'aller voir ces 40 dossiers, enfin 60, puis ensuite 40, il est exact qu'il y a principalement sur des transports de courte distance, des facturations sur des kilométrages qui ne correspondent pas, compte tenu de ce que nous savons du point de départ et du point d'arrivée. D'où la nécessité d'une géolocalisation des véhicules. Voilà. Donc, et quand est-ce qu'elle sera effective? Alors, il y a deux manières de prendre ce sujet. Il y a effectivement la géolocalisation des véhicules que nous avons négociée d'abord avec les transporteurs sanitaires et qui doit être relancée et intégrée, si possible, dans les liquidations. Mais là aussi, c'est un changement de système d'information assez important. L'autre solution serait que nous disposions du point de départ et du point d'arrivée dans les prescriptions de façon plus précise et de façon informatisée, ce qui nous renvoie à la prescription dématérialisée. Donc j'ai demandé à mon responsable du contrôle, premièrement, pour l'année 2015, d'accroître et de développer l'expérimentation en cours sur la mise sous accord préalable et la mise sous objectif des prescripteurs qui ne respectent pas, à notre sens, le référentiel. Nous avons un certain nombre de prescripteurs sur lesquels nous avons d'ores et déjà ciblé une interrogation. Donc il y a une expérimentation, si je peux dire oui, c'est une expérimentation qui est en cours sur un peu moins de 40 prescripteurs sur différentes régions. Nous envisageons de généraliser, comme nous l'avons fait sur les accords préalables où c'est mis sous objectif d'arrêt de travail pour l'année 2015, en tant que faire se peut, puisque là ce sont des médecins conseils qui sont en première ligne, et donc c'est assez consommateur de ressources, la mise sous objectif pour les prescripteurs dont il serait clair qu'ils ne respectent pas, à notre sens, le référentiel de transport. Parfait. La deuxième chose, c'est qu'il me semble que le chiffrage ça c'est une discussion qu'on va avoir avec la Cour dans le cadre des rapports de certification. Et vous voyez qu'en fait, on part, si vous voulez, pour résumer les choses, on part de 1 500 € constatés sur 40 dossiers dans le cadre d'un tirage d'environ 1000 dossiers et on en déduit après donc une évaluation de fourchette centrale de quelques centaines de millions d'euros, mais dont, je dirais, du point de vue statistique, la fourchette se situe entre 0 et peut-être 2,5%. Donc, alors, en moyenne, c'est peut-être 1%. Mais ça peut être aussi 0,5 ou ça peut être... Donc, si vous voulez, à partir d'un si petit nombre de dossiers, il est quand même, je dirais, un peu... peu précis d'extrapoler pour l'ensemble des prestations d'assurance maladie. Et alors, quand on venait au niveau du transport sanitaire, qui est un sous-ensemble de ceci, l'extrapolation, il faut prendre en garde. Ceci étant, il n'en reste pas moins que, pour avoir pointé dans ces 40 dossiers, au moins de tête 2 à 3 dossiers de transport sanitaire correspondent à des facturations sur des kilométrages qui ne correspondent pas, nous semble-t-il, à la réalité. Et il est, me semble-t-il, exact qu'il y a un sujet
non pas sur des fraudes concentrées sur certains transporteurs, mais éventuellement réparties sur peut-être quelques chauffeurs particuliers qui doivent peut-être faire l'objet d'un contrôle dédié. Donc j'ai demandé aussi à Pierre Finder, le chef du contrôle médical de l'assurance maladie, de monter avec les caisses un tel programme. Certaines caisses le font d'ores et déjà, mais de façon à récupérer l'ensemble des meilleures pratiques et de pouvoir effectivement maîtriser le plus possible ce type de risque. La difficulté étant que, évidemment, il s'agit de très nombreuses facturations et qu'il faut là aussi cibler nécessairement pour identifier celles dans lesquelles les pratiques seraient non conformes. Donc nous attendons quand même les résultats concernant les fameux 20 millions d'euros que vous citiez afin de connaître la récupération effective donc des sommes, ainsi que les résultats de ce travail que vous avez fait de concert avec la rue Cambon, la Cour des comptes, sur un échantillon peut-être plus affiné qui éliminerait des biais statistiques potentiels. Nous allons nous tourner donc vers la MSA. Merci d'être présent. Vous avez entendu les quelques échanges que nous avons eus sur un sujet qui nous est cher. Je crois savoir que la MSA aussi s'est engagée dans un contrôle sur notamment les référentiels de prescription, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pourriez nous faire part de votre expérience et de façon plus générale sur les différents thèmes apportés? Quelles seraient les préconisations du régime assurantiel que vous avez en responsabilité? Alors, du côté de la MSA, en fait, les dépenses de transport, c'est un peu plus de 300 millions d'euros. C'est à peu près 80% au titre des ALD. Au niveau des contrôles, le rapport de la Cour des comptes mentionne les contrôles qu'on a fait jusqu'à 2012, et puis je vais vous expliquer ce qu'on a fait en 2013, qui étaient des contrôles de nature aléatoire. Qui, d'une année sur l'autre, étaient à peu près stables dans leurs résultats, qui montraient d'ailleurs qu'il n'y avait pas du coup d'apprentissage de la part de nos partenaires quant au comportement évolutif qu'ils pourraient avoir. On a cherché en fait, et puis avec une charge de travail qui s'est alourdie du fait de la télétransmission et du fait de nécessité de passer par des récupérations d'indus. Du coup, on a cherché à travailler un peu ces modalités de contrôle en travaillant sur une logique de ciblage également. De nature, pour reprendre l'idée qui a été développée du transport itératif, en travaillant effectivement sur les assurés pour lesquels effectivement on constatait sur une période de 6 mois un certain nombre de transports, enfin dépasser un seuil, et puis d'autre part sur les transporteurs eux-mêmes, ceux qui pratiquaient le forçage qui indiquait dans la facturation les mentions autres. Donc deux types d'actions qui ont été menées. On pensait qu'effectivement, en passant à des actions ciblées, on améliorait nos résultats. Et puis finalement, là, donc 2013, ça a été le premier exercice. On a les premiers bilans qui sont en train d'arriver et sont assez peu satisfaisants, puisque finalement, les résultats qu'on obtient à ce stade sont moins bons que ce qu'on avait par la démarche aléatoire précédente. Donc, ce qui va nous obliger en 2014 à revoir ce dispositif, à le retravailler, parce qu'effectivement, on n'est pas du tout satisfait de ces résultats. Voilà ce qu'on a fait en particulier en 2013. Et quand vous parlez de contrôle aléatoire, vous êtes concentré sur les prescripteurs de ville ou vous avez une attention toute particulière pour les établissements de soins qui, en théorie, concentrent les 2/3 de la dépense? Non, on était sur l'ensemble des transports. Donc, effectivement, avec la répartition des prescripteurs, il y a forcément plus de contrôle sur les prescripteurs en établissement, mais c'est lié au fait qu'il y a plus de factures de cette nature-là. Tout à fait, entendu. Je vous en prie, poursuivez. Donc, à la suite de ce contrôle encore insatisfaisant, si je comprends bien, donc de la prescription, quelles sont vos réflexions dans le cadre de la thématique que nous venons d'aborder il y a quelques instants? Je vous avoue que les résultats, on vient juste de les obtenir. Donc, c'est encore très frais, vous avez eu le temps de les analyser? Nous sommes en cours d'analyse et donc là, c'est les premiers résultats quantifiés.
On s'attendait à une amélioration. Finalement, les résultats, c'est à peu près 80% de ce qu'on faisait l'année précédente, donc on est en baisse. Il va vraiment falloir qu'on analyse et qu'on révise, qu'on change notre fusil d'épaule, qu'on révise notre méthodologie. Et concernant la suite que vous apportez aux infractions constatées, est-ce qu'elle se trouve aussi dans la même philosophie qu'adopte la CNAM pour poursuivre au pénal éventuellement s'il y a lieu, ou avez-vous une autre stratégie ? Non, en règle générale, on ne va pas jusque-là, sauf quand la CNAM nous associe à certains de ces dossiers, mais de nous-mêmes, on y va de façon très exceptionnelle. Pourquoi cela ? Sans doute parce que c'est une démarche assez technique sur laquelle on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Et voilà, en fait. D'accord. Ça manque d'une certaine pédagogie, au titre d'une harmonisation donc, de l'attitude, de la conduite à tenir quand il y a des infractions qui sont constatées. Tout le sujet de l'intentionnalité est certes sous-jacent, mais quand elle est évidente, la pédagogie de la poursuite judiciaire me semble indispensable. Hein, tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, Président. Je vous en prie. Alors, et donc la MEC sera attentive à ce que cette philosophie soit généralisée pour toutes les branches assurantielles, au titre de notre droit de suite. Concernant donc les 300 millions que vous évoquiez, et donc votre réflexion plus particulièrement liée à la population finalement que vous avez en responsabilité, oui. Est-ce que vous avez une stratégie aussi d'une pédagogie, car entre le prescripteur et finalement le consommateur, pardonnez-moi ce terme quelque peu mercantile sur un sujet aussi tragique, qui est celui de la souffrance humaine, il y a aussi la nécessité donc d'une éducation aussi du patient pour faire partager les enjeux d'une bonne gestion de l'argent public et des ressources qui ont vocation à y répondre. Est-ce qu'il y a un plan, un dispositif faisant partager cette responsabilité ? C'était bien la logique en fait de ce qu'on a fait en 2013, c'est-à-dire quand on est passé d'un contrôle aléatoire sur lequel on voyait effectivement que ça n'avait aucun impact sur l'évolution des comportements, on est passé à cette logique de contrôle ciblé pour effectivement travailler sur les populations sur lesquelles on espérait une évolution des comportements, et je vous ai indiqué quels étaient les résultats actuellement. Donc les premiers résultats sont insatisfaisants à ce stade. Certes, mais au titre de la pédagogie, elle est dans la répétition par essence, et donc elle s'inscrire dans la durée. Et donc il ne faut pas faiblir dans l'effort, si je puis me permettre cette réflexion en matière de prévention. Peut-être le faire évoluer et l'adapter. On est d'accord. Est-ce que sur les différents thèmes que nous avons évoqués, c'est-à-dire le sujet de la dématérialisation des données, sur le sujet des gardes ambulancières, est-ce que vous avez des réflexions particulières de votre point de vue ? Sur ces sujets-là, ou de la problématique des territoires, dans la mesure où la MSA, au titre de sa population donc d'assurés, bien évidemment se trouve dans des régions où la notion du désert médical est une réalité beaucoup plus forte que dans les centres urbains, et que les distances, par essence, par structure, par construction, sont forcément plus fortes. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière qui a été adoptée? Alors nous on a des réflexions, notamment, je pense, enfin, sur un programme que développe l'assurance maladie, qui est le programme Prado, et actuellement cours de développement de Prado orthopédie, auquel la MSA est associée, donc de façon assez récente, ça date du début de l'année. Nous, les premiers constats qu'on peut faire et qui nécessitent d'avoir une réflexion un peu globale sur dépenses de transport versus autres dépenses, c'est que sur ce type de programme qui est rentable en termes d'économie pour l'assurance maladie, on peut être amené à avoir des dépenses de transport supplémentaires. Les masseurs kinés sur ces territoires ne se déplaçant pas dans les
les exploitations ou chez les assurés salariés, on peut être amené à avoir des prises en charge de transport de ces patients. Alors même si effectivement ça peut conduire à une dépense supplémentaire en termes de transport, globalement il peut y avoir un gain pour l'assurance maladie compte tenu des économies réalisées par ailleurs. Voilà typiquement les réflexions qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez une réflexion sur... Mais tout ça méritera d'être quantifié, évidemment. D'accord. Est-ce que vous avez eu des réflexions plus particulières sur le sujet du covoiturage éventuellement, puisqu'on évoquait classiquement dans les 4 ou 5 grandes pathologies qui finalement occupent les dépenses en matière de transport de patients et en particulier le sujet au titre des insuffisances rénales, mais il y en a bien d'autres, que ce soit au titre de la cancérologie. Donc la logique du covoiturage, notamment sur des territoires où la dispersion entre les centres de diagnostic et de traitement et le domicile des patients pourrait justifier d'une mutualisation du moyen de transport qui ne serait pas attentatoire à leur dignité et qui serait une bonne façon, donc très pragmatique, très opérationnelle et relativement simple et souple de gagner des marges de manœuvre pour pouvoir les réaffecter à d'autres prises en charge. Non, ce n'est pas un point que nous avons travaillé. D'accord. Par contre, nous avons un programme en fait en cours sur l'ensemble de la France sur les centres, parce que au-delà de la dialyse en centre, le transport de patients en traitement pour cancer représente donc plus de 20% effectivement voilà. C'est 35, 20. Oui, on a 23% des malades qui sont transportés notamment dans le cadre de processus de soins pour le cancer, et 15% pour les pathologies psychiatriques. Alors pour les patients issus du cancer, une des caisses primaires de l'Est de la France a réalisé une expérimentation avec un CLCC, donc pour favoriser soit l'utilisation des véhicules personnels, soit effectivement le transport partagé, mais aussi la prise en charge de véhicules personnels. Et nous avons donc élargi l'ensemble de ce programme dans 8 CLCC, et notamment l'un des objets qui, d'ailleurs c'était dans nos recommandations, qui sont communes avec les régimes, donc MSA et RSI, était premièrement d'avoir un programme tendant à vérifier la bonne maîtrise des tarifications des parkings autour des hôpitaux, car évidemment parfois on constate des tentations d'augmenter les tarifs des parkings hospitaliers, ce qui pose parfois des problèmes d'ailleurs aux patients, et ce qui décourage par voie de conséquence les dits patients à utiliser, lorsqu'ils le peuvent, leur véhicule personnel. Simplifier la facturation et le remboursement des véhicules personnels, notamment pour les patients qui sont amenés à les utiliser de façon régulière, lorsque c'est justifié bien évidemment. Donc il y a tout un travail effectivement autour du transport partagé et de l'utilisation du véhicule personnel à bon escient qui est en cours. Vous semble-t-il qu'il sera opérationnel pour l'année 2015 ? C'est lancé depuis avril. Mais où ce sera généralisé pour oui, cette l'objectif année ? c'est de généraliser en 2015, oui, tout à fait. Bilan à fin de l'année, généralisation en 2015. D'accord. Alors question à la fois à la CNAM, MSA et après donc ASI qui piétine. Quel est votre sentiment sur la prise en charge dans le secteur médico-social pour le transport donc des patients qui en sont affectés ? Même si ça n'est pas, entre guillemets, votre cœur de cible, quelle est la position de la CNAM sur le sujet ? C'est un sujet complexe. Bon, Joker. Merci beaucoup, Mathilde. Vous me compléterez récemment. Donc, le sujet, effectivement, de la prise en charge dans le médico-social est d'une grande complexité. Donc, c'est bien, ça c'est une bonne phrase d'introduction, ça permet quand même de faire une pause. Alors, une invitation au voyage. De nombreux gouvernements ont envisagé de modifier les textes afférents au transport d'adultes handicapés ou d'enfants handicapés, tels qu'ils sont aujourd'hui issus du décret du 15 septembre 2010, qui est codifié à l'article L. 344.1.2 du Code de l'action sociale et des familles, et R.
314-208 du même code, qui précise que les frais sont inclus dans le budget d'exploitation de l'établissement et financés dans ce cadre par l'assurance maladie. Donc de point de vue global, il est clair que à l'heure actuelle, ce texte est d'une application difficile. Par voie de conséquence, donc, un groupe de travail réunissant l'ensemble des institutionnels CNSA, conseils généraux, CNAM, associations de personnes handicapées, a été mis en place en 2009 pour mener une réflexion sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. Il a remis ses préconisations en juillet 2009 et donc c'est ce qui a permis l'élaboration du décret, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce texte soit totalement satisfaisant, notamment au regard des coûts de transport induits pour les personnes, et notamment dans le cadre des sorties de ces personnes, notamment en fin de semaine, etc. Donc c'est un des sujets. Le deuxième sujet, c'est celui de l'enfance handicapée. Et là aussi, il y a un décret qui est en attente de signature, d'examen au Conseil d'État plutôt, je pense, pour la prise en charge de ces frais de transport des enfants allant en CMPP ou en CSMP, transport normalement pris en charge par l'assurance maladie. Donc, il y a un ensemble de textes, et notamment l'article L314-121 du Code de l'action sociale qui précise que les dotations globales peuvent être mises en œuvre, mais là aussi, cet arrêté interministériel qui devrait fixer ce montant maximum de ces frais n'est pas encore totalement publié. Donc on a un sujet, je dirais, qui est complexe. Si les textes n'ont pas été pris ou sont en cours d'élaboration, c'est qu'il y a à la fois un enjeu financier et un enjeu de sensibilité pour les familles sur la partie handicap. Notamment lorsque la circulaire ministérielle du 27 juin 2013, qui était relative à la diffusion des guides de bonne pratique et qui n'avait pour objet que de rappeler, je dirais, les conditions et de faire un récapitulatif des règles aujourd'hui applicables, avait réaffirmé l'encadrement des frais de transport liés aux sorties temporaires à but thérapeutique, c'est ces fameuses, ce qu'on appelle évidemment les permissions de sortie, et le fait qu'elles n'étaient pas prises en charge. Il y a eu des réactions très fortes d'associations de parents d'enfants handicapés, notamment dans le nord de la France, qui m'ont conduit à surseoir au contrôle mis en place pour demander au ministère de la Santé de réexaminer justement la question de ces textes et de leur applicabilité. C'est un sujet... En pratique, au-delà de la complexité, le sentiment que tout le monde partage, l'étude d'impact a-t-elle fait une estimation financière, en fait, d'un surcoût lié à cette prise en charge? Il y a des travaux qui ont été menés sur les estimations financières par le passé. Actuellement, combien ça coûte et combien ça coûterait dans le cadre d'une modélisation? Là, je n'ai pas le chiffre. Madame Lignot-Leloup, vous disposez peut-être de ces données. Alors, Madame Lignot-Leloup. Effectivement, il y a une pluralité de financeurs, à la fois l'assurance maladie, mais aussi les conseils généraux et parfois les familles pour une partie. Et c'est vrai que comme ces dotations pour les transports sont inclus dans les dotations des établissements c'est très difficile de trouver la pour ventilation. les personnes handicapées notamment, c'est difficile d'avoir une photographie claire. Mais est-ce qu'on a une idée un petit peu approximative du volume financier qui est consacré entre les financements publics issus des branches assurantielles, celles issues des conseils départementaux et celles au titre de la participation des familles? Non. Je dois vous dire qu'au niveau de l'assurance maladie, on n'a pas cette consolidation des dépenses. Et en ce qui concerne... d'avoir une évaluation des chiffres qui nous concernent, mais par contre, évidemment, côté... Et la projection financière dans le cadre d'une modélisation plus générale Il faudrait certainement à ce moment-là qu'on y travaille effectivement avec le ministère, avec la CNSA. Mais si je comprends bien, la DGCS, il y a rien de particulier qui a été fait. On n'a pas cette photographie globale. Ce qu'on sait, c'est que notamment la NAP, qui est en charge de l'appui aux établissements, pas seulement de santé, mais aussi aux établissements médico-sociaux, a justement démarré un travail pour inciter les établissements médico-sociaux à mieux piloter cette dépense de transport et à essayer justement de faire des économies
d'économie pour que ça se traduise par une maîtrise du budget de l'établissement et par une maîtrise du reste à charge pour les patients. Et donc, il y a eu notamment de la part de la NAP un séminaire et des travaux engagés à partir de cette année, à partir de février, et qui doivent se poursuivre en juin prochain également avec des séminaires et puis un appui concret aux établissements pour partager les meilleures pratiques. D'accord. Donc, Monsieur Duclos, pas de réflexion particulière par rapport à ce qui a été évoqué, non, pas spécifiquement. Donc, nous allons nous tourner maintenant vers le régime social des indépendants. Monsieur le Président, vous faites le plaisir d'être parmi nous. Sur les différentes questions et différentes thématiques qui ont été abordées, est-ce qu'il y a une contribution particulière au titre du régime social des indépendants? Est-ce que vous avez, du fait de la population que vous avez en responsabilité, des réflexions plus spécifiques pour l'adaptation du modèle aux besoins d'une couverture assurantielle qui n'est pas du même niveau que celle qui est affectée, par exemple, aux travailleurs salariés? Oui, merci, Monsieur le Président. Vous permettrez, je vais rester très politique dans cette affaire et je laisserai au docteur Perrault les parties plus techniques. Deux choses que je surveille et je regarde de très près, c'est l'appel d'offres. Vous comprendrez que dans nos villes et sur le territoire français, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Je prends le cas d'une région que je connais bien, la mienne, où il y a une quinzaine d'années... C'est laquelle? Cherbourg. Cherbourg. Très belle région. Donc, une région où il y a une quinzaine d'années, il y avait à peu près une vingtaine d'entreprises d'ambulance et de transport pour les malades. Aujourd'hui, on est tombé entre 5, 6, mais des très grosses entreprises. Donc, toutes ces entreprises se sont équipées pour faire du transport, je dirais, lourd de transport, puisque dès qu'il y a des pathologies un peu lourdes, on transporte le malade de Cherbourg à Caen, puisque éventuellement l'hélicoptère, mais c'est encore... un autre sujet que nous n'avons pas abordé, le transport héliporté, notamment le vol de nuit. Mais si vous voulez, les prescripteurs sont assez réticents sur le transport en hélicoptère. Et donc, on est obligé d'avoir des véhicules spécialisés, médicalisés, qui sont d'un prix très, très lourd. Et donc, la crainte de passer en appel d'offres fait qu'il y aura un retenu ou 2 retenues maximum. Et les autres, que vont-ils faire pendant ces années de ce matériel? Ça, c'est le premier point. Deuxième point où je suis, et je le dis depuis des années, il faudra qu'on arrive à réguler le nombre de taxis chez les transporteurs, parce que, ayant la couverture en adhérant des deux populations, des taxis traditionnels et des taxis ambulanciers, ça crée des conflits, ça crée des problèmes, et je dirais qu'aujourd'hui, 40% du parc des ambulanciers sont des taxis, parce que chaque petit village a une enseigne de taxi, et ça crée un certain nombre de problèmes. En plus du transport sanitaire, ils font d'autres services, et ça crée, ça déséquilibre, je dirais, économiquement parlant, toute cette activité, ce qui fait qu'on commence à voir, même des grosses entreprises, avoir des difficultés. Alors, justement, sur ces deux thématiques, appel d'offres et spécificités liées tout à la fois à la branche assurantielle que vous représentez, et une position un peu, je dirais pas schizophrénique, mais où les intérêts sont parfois contradictoires, puisque vous nous évoquez le fait de contingenter finalement l'offre de transport en taxi, tout en ayant certainement des revendications catégorielles de la part donc des entreprises qui voient un secteur d'activité économique, a été évoqué par la Cour des comptes et d'autres rapports, des enveloppes moyennes de quelques 30 000 euros, si je ne m'abuse, en matière de transport par taxi, et donc constitue donc un revenu, et sur lequel, bien évidemment, ces acteurs ont une réflexion, mais pour bien évidemment la nation, les organismes assurantiels et puis les patients, il y a le fait que c'est la demande qui doit conditionner l'offre et pas l'inverse. Et donc sur ces réflexions, quelle est votre position plus particulière au-delà
un descriptif tout à fait un peu distancié et peut-être un peu politique. Est-ce qu'il y a, au travers de cette nécessité donc de contrôler justement l'offre en matière de transport TAP par voie de taxi, est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous avez des réflexions que vous avez engagées? Oui, alors, le docteur Perrault va vous donner plus de chiffres. Je voulais simplement vous donner une petite information. L'hôpital privé, enfin la clinique privée d'à côté, a choisi une méthode un peu différente, c'est-à-dire qu'elle donne un contrat, entre guillemets, qu'elle renouvelle quasiment toutes les semaines. Il y a un tour de garde, si vous voulez, toutes les semaines, comme ça, toutes les entreprises sont de garde une semaine régulièrement, et ça se passe bien sur ce côté-là. Donc, c'est une autre façon de voir l'appel d'offres, en fait. On négocie quand même un tarif, mais tout le monde peut participer. Voilà. Je vais laisser la parole au docteur Perrault. Merci de votre attention. Merci, Président. Bien, merci Président. Je vais essayer, dans ce qui pourrait paraître un peu schizophrénique, effectivement, de voir ce qu'on peut faire en tant que médecin conseil national responsable de la gestion du risque. Pour commencer, quelques chiffres concernant le RSI. Bon, encore, nous nous trouvons sur une autre catégorie de population. Nos dépenses, donc transport 2013, représentent, je ne dirais, que 179 millions. Avec un pourcentage d'ALD de 56%. Bon, ça renvoie à la structure de la population, voilà. Et peut-être faudrait-il faire le distinguo avec auto-entrepreneurs et sans auto-entrepreneurs. Là, je ne l'ai pas, mais je pense que un des éléments d'explication se trouve là. Bon, sinon, le taux d'évolution annuel, j'ai des statistiques entre 2005 et 2013. Depuis 2009, pour le RSI, donc, ce taux baisse. Il était à 9% en 2009, il est passé à 5,4% en 2010, et aujourd'hui, taux d'évolution, nous sommes en 2013 à 3,7%. Au-delà de ce taux d'évolution, quand on regarde la structure finalement par type de transport, bon, on va retrouver ce qui a été évoqué par Monsieur le Directeur Général de la CNAM. Des ambulances c'est plutôt stable. Un effet taxi très important, et principalement en relation avec les volumes, puisque pour le RSI, en 2005, on était à 27% d'utilisation des taxis, et en 2013, nous sommes passés à presque 41%. Et pour les VSL, l'effet contraire, donc là, mais c'est plus là aussi par un effet volume, puisqu'on est passé de 39% à 17%. Voilà. Quelle est votre réflexion sur justement cette politique tarifaire finalement entre le VSL et le taxi, sachant que finalement le domaine de compétences requis pour conduire un VSL a quelques exigences en termes de formation qui ne semblent pas être tout à fait présentes chez le conducteur d'un taxi, alors que la tarification est supérieure à celle d'un VSL. Docteur. Moi, je pense que le gros problème du sujet, c'est la capacité qu'on a ou Mais pas. je reposerai la question aussi à Monsieur le Directeur Général à la CNAM, parce qu'il ne croit pas oublier. Il est en train de se tasser dans son coin en se disant, pourvu qu'on ne me pose pas la question. Mais j'en ai oublié de saluer notre excellent collègue Gérard Bach. Gérard, si tu souhaites poser une question, n'hésite pas. Hein. Pardon, je vous en prie, docteur Perrault. Non, je disais, moi, le problème pour moi, c'est la capacité que nous avons ou pas de mettre en œuvre les contrôles. C'est ça, et c'est le problème de ciblage pour moi. Alors, où est-ce que vous en êtes justement dans cette capacité à contrôler? Parce que ont été évoqués au titre du contrôle, l'une des meilleures techniques, c'est de contrôler quasiment à la sortie de l'hôpital. Mais ça nécessite une mobilisation de moyens et une pluridisciplinarité dans le cadre des services qui doivent être mobilisés et qui ne sont pas de pratiques quotidiennes. Oui, alors moi je peux vous donner à titre d'éclairage, on est sur des petits chiffres, on est bien d'accord, mais ça peut être quand même intéressant de regarder en termes de méthode ce qu'on peut faire. Parce que vous l'avez dit à un moment, et je pense que c'est très important, la prescription d'un transport, elle est, ou tout du moins elle devrait être, avant tout médicale. Absolument, c'est le sujet. Donc moi je suis parti de ça, j'ai regardé finalement les résultats des services médicaux. Bon, le RSI sont des petits effectifs, 128 médecins conseils, avec un périmètre aussi large que celui des autres régimes. Donc, moi, je passe mon temps à prioriser les actions. En termes de chiffres, si vous permettez, 2012, nous avons donc, les services médicaux ont émis 31 000, en 2012, 31 000 avis. En 2013, 27 000. Et c'est volontairement que nous avons baissé pour prioriser et cibler.
Ce qui est intéressant, donc, ce sont les taux de refus. En 2012, nous avions près de 21% de refus. Et en 2013, donc, en ayant diminué donc, finalement nos contrôles, nous sommes passés donc à 21, un peu plus, 21-25. Enfin, ça se tient, voilà. Pour dire que le ciblage reste l'élément clé pour moi de ce dispositif. Dans les autres actions, gestion du risque, bon, ça peut paraître anecdotique, mais je crois que c'est intéressant aussi à lire à la réflexion. Nous avons mis en place depuis 2011 un contrôle des transports en ALD prescrit par des spécialistes. Pardonnez-moi, j'ai omis de vous poser juste une question que j'ai posée à vos autres collègues. Quelle est la conséquence que vous en tirez au titre du RSI sur éventuellement d'éventuelles poursuites, qu'elles soient administratives ou d'ordre pénal? Alors le RSI, nous avons mis en place un département fraude qui est tout récent, qui a 2 ans, mais nous allons au pénal quand il y a besoin, oui. Et nous avons une action spécifique, je ne vais pas le dire trop fort parce que le président est à côté de moi, une action spécifique sur les transporteurs sanitaires affiliés au RSI. Ouais. On vérifie, et ça c'est en lien avec la CNAM, on vérifie que les transporteurs qui seraient en arrêt de travail avec des indemnités journalières, pendant ce laps de temps-là, il n'y ait pas de remboursement de transport. D'accord. Il n'y a pas d'ailleurs de problématique éventuellement de conflit d'intérêts justement du fait de cette double entité? Jusqu'à présent, non. Vous évoquiez le fait que vous poursuiviez au pénal, vous en avez un pourcentage particulier identifié? Là, l'action des taxis, bon là ça a commencé en milieu, nous sommes à 1 an de recul, on a une dizaine de dossiers, il n'y a pas matière, on est allé en pénal pour d'autres professions liées au RSI, oui. Comme les pharmaciens par exemple. Pas d'autres commentaires? Non. Alors je reviens vers vous, monsieur le directeur, sur la logique que j'évoquais de façon un peu superficielle, là, M. Houlletan, qui nous est imparti désormais, s'est écoulé. Quelle est votre réflexion sur la politique tarifaire qui, d'une assez grande complexité, qui intègre pour certains les temps d'attente, qui éventuellement aboutissent à un alourdissement donc, de la facturation, et donc qui se ventilent suivant des critères territoriaux, dans certains cas que l'on comprend assez aisément, du fait des aires médicaux qui les caractérisent, et pour d'autres raisons, peut-être liées à une histoire qu'il serait pertinent de toiletter. Je crois qu'il faut avoir en tête 3 chiffres. En moyenne, un transport en VSL coûte à l'assurance maladie remboursable 32 €, un transport en taxi 48 €, voilà. Et un transport en ambulance 95 €. Alors, bien sûr, pas exactement les mêmes patients, je pense, c'est pas tout à fait les mêmes trajets, puisqu'il y a de l'optimisation en fonction de la tarification qui peut être faite notamment par les sociétés mixtes. Une partie importante des transporteurs sanitaires ont aussi une activité de taxi. Et donc peuvent optimiser en fonction de la disponibilité de leur véhicule et aussi en fonction, bien sûr, du tarif. Alors, pour ce qui est de l'assurance maladie, nous avons un peu changé de politique sur les années par rapport aux années précédentes, où en gros, il nous semble que les décisions qui avaient été prises antérieurement au début des années 2000, premièrement de favoriser plutôt l'ambulance et deuxièmement d'ouvrir plus largement au taxi, nous semble avoir les conséquences macroéconomiques qu'on a constatées ensuite, c'est-à-dire augmentation forte de la dépense d'ambulance, explosion de la dépense de taxi, compte tenu du fait que eh bien, le nombre de véhicules s'accroît substantiellement. Des statistiques sont disponibles sur ce sujet. Donc, il faut effectivement payer plus que du chiffre d'affaires, du service et de la marge, éviter d'utiliser bien évidemment les ambulances lorsque ça n'est pas souhaitable. Évidemment, si on substitue un trajet en ambulance parce qu'on a mieux vérifié la prescription à un trajet en transport assis, que ce soit du VSL et du taxi, il y a évidemment là un gain important. Et la deuxième chose, c'est effectivement de veiller à ce que l'offre de VSL ne constitue encore une offre qui se développe et non pas systématiquement une substitution VSL vers taxi qui explique vraisemblablement une partie de l'évolution structurelle des coûts de transport. Donc par rapport à ça,
Du point de vue de la politique tarifaire, le dernier accord que nous avons fait avec les transporteurs tend à revaloriser fortement la marge sur les trajets courts, de manière à éviter que les VSL ne sortent pas lorsque les trajets sont trop courts, parce que justement cette marge était négative dans la tarification antérieure. La deuxième chose, c'est que nous ne maîtrisons pas donc la tarification taxi. Nous sommes, nous, plutôt favorables, sauf cas vraiment particulier, mais nous sommes plutôt favorables à payer le service plutôt qu'à payer la sous-productivité des organisations éventuelles, notamment l'attente par les transporteurs des patients qui sortent des établissements de soins. Donc nous sommes plutôt favorables à une tarification le plus possible forfaitaire de prise en charge et de tarifs kilométriques. Et pour ce qui est des taxis, comme nous ne maîtrisons pas le tarif, nous essayons de négocier au mieux au niveau local des remises. Nous avons renégocié les remises sur l'année 2013. Là, c'est en cours de finalisation. On a plus de 80 caisses primaires, je crois, qui ont... Quasiment toutes les caisses primaires ont renégocié leurs accords et ont obtenu 3% de remise supplémentaires par rapport à l'existant. Ceci étant, la complexité de la tarification et notamment la question des retours à vide de patients et des facturations de retour à vide ou des transports partagés s'agissant des taxis est un sujet dont le contrôle n'est pas simple. Parfait. Mes amis, je vais vous remercier au nom donc de l'AMEX de la précision de vos réponses. Je demanderai tout particulièrement aux responsables de chacune des branches assurantielles de bien vouloir nous communiquer l'ensemble des données qu'ils ont gardées sous le coude dans le cadre de la rédaction du rapport qui va être produit, et notamment pour monsieur le directeur général. Il y avait toute une série de notes que j'ai regardées avec appétit et dont nous allons en faire notre miel. Merci, mesdames et messieurs, et je vous souhaite une excellente journée.